Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien en cette fin de week-end, que le week-end s'est bien passé. Vous êtes en forme. Nous on a chaud, mais on est quand même au rendez-vous. Je suis ce soir encore en présence de mon sponsor numéro 1, celui avec qui cette semaine j'ai fait plus de streams que je n'en ai fait tout seul. Fitz, pilier de comptoir, hein, comme tu dis, effectivement. Oui, c'est ça. Ce stade-là, tu fais partie des meubles maintenant. Et on se retrouve pour le deuxième, l'épisode 2 en quelque sorte, 2.1 de Track à Niboda, puisque ce soir on joue tous les deux. Demain, je jouerai avec le groupe de 3, Silky Nile, Lubu et Kienfis. Puis la semaine d'après, ce sera la grande réunion. Vous serez tous les 4, normalement, sauf drame imprévu, mais bon, c'est moi le MJ, donc j'ai des outils pour plier la réalité de l'espace et du temps au service de la narration. C'est quand même ce qui est plus sympa. Certes, le simulationnisme c'est cool, mais se raconter une belle histoire, c'est mieux. Ouais, clairement. Et ce soir, je sais pas si l'histoire sera belle, mais en tout cas, elle vaut probablement le coup d'être racontée. C'est ce que je pense. On va voir si j'arrive à te faire adhérer à mes vues au fur et à mesure de la session. Mais du coup, ce soir, on va reprendre. Oui. Ça devrait Ça le faire. devrait Enfin, aller, en règle générale, ça colle plutôt bien. Oui, puis t'es quand même assez client, hein, toi, de tout type, de tout type de propositions. C'est l'avantage, c'est que qu'on malmène tes persos ou au contraire qu'on les aide à atteindre des sommets, et toujours dans tous les bons coups. C'est ça. Et du coup, on va reprendre. Alors, pour ce qui est de la temporalité, un petit peu maintenant que les choses se sont mises en place, on va reprendre, donc toi, juste après la session que tu avais faite, à peu de choses près. Il y aura peut-être une ellipse de quelques minutes avant d'arriver, de te lancer un petit peu. Mais toi, c'est assez continu. Pour ce qui est de la session qui se joue sur l'autre partie, il faut savoir que on avait joué notre premier épisode avec Fitz dans l'équivalent de la veille de ce qu'on jouait les trois. Et donc là, en fait, la journée, ou au moins la première, on verra après s'il y en a plus, mais la première journée, le point de départ, va être la journée sur laquelle eux obtiennent l'information et arrivent. C'est-à-dire que tout ce qu'on va jouer se joue en parallèle de l'enquête que mènent nos trois compères membres de la Ligue et officiellement membres de la Compagnie des Indes. Donc ça y est, là ils commencent à se rapprocher un petit peu. Ils sont pas encore tout à fait sur les talons de Vigo, mais ça ne saurait tarder. Maintenant qu'ils savent, on va pouvoir arrêter de se cacher. Voilà, les aboiements, en fait, c'est le personnage, c'est pas le chien de Fitz. C'est vraiment juste Vigo qui, des fois, glisse un petit peu. Puisque Vigo se trouve être un loup-garou. Et oui. Un loup-garou assez humain dans son aptitude, mais un loup-garou quand même. Et c'est pour ça qu'il a quelques petites particularités que finalement, après avoir tapé comme un bœuf sur des troncs d'arbres, il s'est juste un peu écorché les mains et il se sent confiant à l'idée de pister quelqu'un avec pourtant presque une journée de retard dans la neige à travers la forêt. Disons que j'ai des sens plutôt développés. Voilà. T'en avais parlé avec les trois autres, mais voilà. Toi, tu fais partie des loups-garous qui ont une perception très affûtée, effectivement. Là où certains sont moins penchés là-dessus. Toi, c'est ton domaine.
C'est ça. Du coup, on va... Hop là, non, si je change d'onglet alors qu'il faut pas, ça va pas marcher. On va s'y mettre doucement. Je vais juste changer la musique parce que c'est trop calme, trop posé par rapport à l'ambiance dans laquelle tu étais. Oui. Hop, puisque on s'était laissé la dernière fois alors que tu t'enfonçais dans la forêt sur les pistes d'Émile, Émile meurtrier présumé par la population et toi tu t'en doutes, réel meurtrier du patron de la Syrie. Probablement dans un accès de panique, de colère, de rage, c'est difficile à dire. Mais toujours est-il que il a tué le patron de la Syrie, il a pris la fuite, ça te met un peu dans la panade. Et du coup, tu te lances sur ces traces pour essayer de limiter les dégâts. Là, tu te lances très concrètement sur ces traces. Donc, on va s'y mettre doucement. Voilà. Tu es donc entré dans la forêt qui avoisine Niboda. Tu as quitté le périmètre d'exploitation de la Syrie pour suivre les quelques pistes assez ténues que tu as pu relever, des traces qui te semblent mener en serpentant un petit peu en direction d'une grotte un petit peu au nord du village, une grotte que tu connais, une grotte que tu sais que vous connaissez en fait. Puisque c'est la grotte dans laquelle tu as appris à Émile à contrôler, à maîtriser au moins un petit peu sa nature lycanthrope lorsqu'il est arrivé, afin que vous puissiez tous les deux faire profil bas et vous intégrer auprès des humains. Ça te prend pas très longtemps, parce que c'est l'avantage, c'est que tu fais très vite la supposition de vers où ça va, et donc au final, tu as juste à vérifier que les traces continuent bien dans cette direction. Et après une bonne demi-heure de marche à travers la neige, tu finis par arriver à l'entrée de cette grotte, une sorte de caverne, un renfoncement en fait. Ça commence par être une ouverture assez large quand même, hein. Vous vous doutez qu'à une époque ça a peut-être été la tanière d'un ours ou quelque chose comme ça, mais maintenant c'est plus du tout utilisé en tant que tel. C'est creusé dans la pierre, probablement par la force des éléments, et la trace semble y être entrée. Pour le coup, quand tu es sur l'endroit où il y a moins de neige, plus de pierre, tu commences à sentir l'odeur d'Émile, que tu n'arrivais pas à percevoir à travers l'humidité de l'air et la froideur de la nuit. Là, c'est plus concret. C'est probablement reposé là, un peu comme ce que tu avais prévu de faire, toi. Potentiellement passer la nuit et reprendre la traque sur de meilleures bases dès le lendemain matin. Ouais. Qu'est-ce que tu fais face à du coup cette petite grotte pas très profonde mais assez spacieuse dans laquelle tu sens l'odeur de ton compère Déjà, dans un premier lieu, je vais m'assurer qu'il n'ait pas laissé des trucs ici, tu sais, en mode il en a fait une espèce de camp de base et il se balade dans les environs. Donc m'assurer que la grotte est bel et bien vide, en fait. C'est assez simple de se rendre compte qu'elle est vide. Je vais par contre te demander quand même investigation, un petit test d'investigation. Ça marche. Investigation. Pour autre chose. C'est heureusement que c'est réussi parce que sinon ça aurait été problématique. Ah, ça aurait été dramatique. Du coup, en fait, tu fouilles la grotte. C'est pas très compliqué. Tu vois que il y a pas trop de recoins et les quelques recoins qu'il y a, vous les connaissez tous les deux, donc tu les inspectes assez rapidement.
il a rien laissé là. Visiblement, il a fait une étape ici à un moment pour reprendre son souffle, peut-être reprendre ses esprits. Et justement, en parlant de reprendre ses esprits, tu perçois dans l'odeur cette capacité qu'ont les animaux des fois à sentir un peu les émotions par les odeurs et le non-verbal. En fait, tu perçois dans les odeurs qui flottent encore dans l'air la panique d'Émile. À quel point, quand il est arrivé là, il était vraiment dans tous ses états. Et d'un côté, ça me rassure, parce que je me dis que s'il est paniqué, c'est qu'il doit regretter son geste. Donc je me dis que si j'arrive à le retrouver, peut-être il y aura discussion possible pour essayer de le ramener un petit peu dans le bon chemin, quoi. Par contre, ça m'attriste un peu parce que même si on n'était pas amis au sens propre du terme, puisque de toute façon je n'ai pas vraiment d'amis, j'aurais espéré que dans un moment de détresse comme ça, il soit venu toquer à ma porte plutôt que de s'enfuir comme d'une façon qui du coup lui donne mauvaise presse auprès du village. Effectivement, ça aurait probablement été plus judicieux. Est-ce que il aurait pensé à venir te voir? Est-ce qu'il a pas voulu te déranger parce que il est conscient de l'erreur qu'il vient de commettre et il voulait peut-être pas affronter ton regard et le jugement, alors pas forcément un jugement dur, mais le jugement qui allait avec. C'est difficile à dire, mais c'est presque... Effectivement, c'est probablement regrettable que vous ayez pas pu travailler tous les deux sur les conséquences de cet acte et que tu sois obligé de lui courir après pour essayer de remettre les choses en place. Là, alors, on n'est pas du tout au milieu de la nuit, mais par contre, il commence à faire froid, le vent souffle. Ouais. Toi, tu as eu une journée quand même pas mal active, malgré le fait que vous n'avez pas travaillé. Ça t'a travaillé personnellement, puis les choses à faire. T'as encore le poids des adieux faits à Casper, Ylva et la petite Hilde, donc... La fatigue se fait sentir, quoi. Un petit peu. Tu pourrais continuer, mais tu sais pas si t'auras un meilleur abri que ça pour la nuit avant un moment. Ouais, non. Et puis en plus, l'avantage de cette caverne, c'est que déjà, elle n'est pas connue du grand monde. Et que là, ce soir, je suis encore tranquille, puisque je sais que de toute façon, les enquêteurs de la Ligue que je soupçonne de venir au village ne sont pas encore arrivés. Donc c'est peut-être la dernière nuit que je vais vraiment pouvoir passer presque sur mes deux oreilles. Donc autant que j'en profite, quoi. Effectivement, là tu te dis qu'il devrait arriver le lendemain au matin ou dans la journée. Ça dépend à quel point ils sont rapides dans leur déploiement. Et que le peu d'avance que tu as, en profiter pour se reposer, ça vaudrait vraiment le coup. Ouais. Moi, du coup, je vais même pas prendre la peine de piéger les environs. Je me sens encore à l'abri ici. Et je vais très rapidement avaler 2-3 rations sèches, histoire de me sustenter et me poser pour dormir, quoi. Ok. Tu finis, t'avales un repas rapide. L'avantage, c'est que pour le coup, niveau nourriture, finalement, l'assiette de soupe qu'on t'avait servie, même si tu l'avais refusé poliment dans un premier temps, te tient un peu au ventre. Tu grignotes, histoire de dire. Il n'y a pas besoin de beaucoup, t'as pas particulièrement faim, mais ça te donnera de l'énergie pour tenir la nuit parce que il fait froid. Ça a beau être une grotte un peu isolée de la neige et du vent. On est en Scandinavie en hiver, il y fait froid. Et tu vas finir par trouver le sommeil.
Malgré tout, la situation d'Émile, un jeune loup forcé de quitter son chez-lui dans des circonstances précipitées et un peu dramatiques, ça fait écho à des choses que tu avais enfouies, des choses un peu douloureuses, et qui pourtant ont été... comment dire dans lesquels les événements récents ont pas mal pioché par la force des choses. C'est un peu problématique. Et pendant ton sommeil, tu vas pas dormir aussi paisiblement que tu l'aurais souhaité. Et ces événements difficiles vont finir par remonter petit à petit à la surface de ton inconscient. Pour toi, tu te réveilles un petit peu brusquement par quelqu'un qui te secoue le bras. Alors que tu ouvres les yeux, tu vois ta mère penchée sur ton lit, le visage inquiet. Elle attend que tu émerges un peu et puis elle te dit le village est attaqué. Ils attaquent notre clan. Il faut que tu t'en ailles. Prends ta sœur avec toi et partez. Attends. Maman, c'est... On est attaqué là? Enfin, comment ils ont su? Je sais pas trop, mais il faut que tu partes vite. On tiendra probablement pas longtemps. Ils savent ce qu'ils font. Ils sont probablement plus nombreux ou au moins mieux préparés. Allez, dépêche-toi. Ok, je sors de mon lit, alors je suis encore un peu vaseux de ce réveil, mais je sors de mon lit gauchement et je passe une paire de chausses, une veste et mes chaussures. Pendant que tu commences à te préparer, elle-même va chercher, enfin elle sort de la pièce en fait et elle va chercher ta petite sœur et elle revient en la portant dans ses bras. Elle est vraiment plus jeune que toi. Toi tu restes un jeune garçon. Ta sœur est encore une enfant. Elle serait absolument pas capable de prendre la fuite séparément de toi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on te demande de l'emmener. Lorsqu'elle revient, ta mère te dit il faut que vous vous échappiez. Le clan doit survivre et vous devez en être la mémoire. On peut pas les laisser nous anéantir. On peut pas les laisser gagner. Mais tu viens avec nous. Enfin, je saurais pas faire. Enfin. Tu es un grand garçon. Enfin, t'es pas encore un homme, mais ça ne saurait tarder. Et puis, on t'a déjà appris tout ce que tu devais savoir. Non mais. Vous êtes suffisamment petit, même si toi c'est presque limite, pour passer inaperçu. Si on était tous les trois, ça serait pas assez discret. Mais j'ai peur. Enfin, je vais faire comment? Tu vas t'en sortir. Tu trouveras une solution. Elle pose ta sœur qui est un peu encore dans le cirage, à moitié réveillée, et elle sort d'une de ses poches un objet qu'elle te glisse dans la main. La chevalière familiale, frappée de l'emblème de votre clan. Et elle te dit, ne t'inquiète pas, tu
tu sauras quoi faire. Et surtout, n'oublie jamais. Ne leur montre pas ta peur, car ils se nourrissent de tes incertitudes pour t'atteindre. Et ne leur montre pas ta douleur, car elle renforce leur détermination à te nuire. Tu te rappelles bien de ça, tout ira bien. Pas montrer sa peur, pas montrer sa douleur. D'accord. Et je peux pas m'empêcher de lui sauter dans les bras en fait. Enfin, j'ai cette impression que c'est la dernière fois que je la vois. Et elle s'en cache pas trop. Elle essaie de garder bonne figure, mais tu sens bien qu'effectivement, elle vous fait partir pour vous sauver la vie et qu'elle est prête à mourir pour vous protéger dans cette démarche. Donc elle te serre contre elle. Tu sens ta petite sœur qui vous serre un petit peu aussi. Alors elle se serre contre la jambe de votre mère et toi, elle t'arrive à peu près à la taille. Donc elle se serre aussi un peu contre ta jambe. Et vous vous étreignez comme ça un moment. Jusqu'à ce que finalement ta mère brise ce moment. Et finisse par te dire, allez, dépêchez-vous, sortez par l'arrière. Quittez le village. Fuyez en direction de la rivière. D'accord. Juste dis à père que je ferai de mon mieux. Je lui dirai et sache qu'il est fier de toi. Et je passe la chevalière, j'attrape ma petite sœur par la main. Et je me dirige, non sans regarder un nombre de fois incalculable par-dessus mon épaule, mais vers l'endroit qu'elle m'a indiqué pour fuir. Elle te fait passer par une sorte de porte arrière. Vous n'êtes pas tout à fait en périphérie du village, donc il faut passer un petit peu entre des maisons. Et justement, quand tu sors, tu entends les bruits de l'affrontement, tu entends des cris de douleur, des cris de motivation, des hurlements beaucoup plus bestiaux, probablement venant de ton clan, et des détonations. Beaucoup de coups de feu. Durant les divers coups d'œil que tu jettes par-dessus ton épaule, tu réalises également que y a de la lueur, une lueur orangée qui vient du village. Probablement la lueur des flammes qui commence à consumer certaines maisons. Et alors que tu es en train d'avancer un peu courbé, toi pour pas être très grande, ta sœur a pas besoin, mais du coup ça lui permet aussi de suivre ton rythme parce qu'elle a des plus petites jambes. Tu entends finalement un cri, une phrase, une voix pas très loin qui hurle « Là-bas! Les deux qui partent! Attrapez-les !» Et tu entends 2 détonations, les balles qui fusent à vos oreilles. Ils sont sur vos trousses. Cours! Et je pousse ma sœur devant moi. Tu sais, je veux qu'elle court devant et moi j'essaye de la couvrir de ma stature pour si jamais un tir devient un peu plus précis, ce soit pas elle qui le prenne, quoi. Ok. Tu cours comme ça, les balles fusent, t'entends les éclats dans la neige, dans les arbres, vous commencez à atteindre la forêt. Vous entendez aussi, enfin tu entends les pas de plusieurs personnes qui commencent à se mettre à se lancer à votre poursuite. Ça dure pour toi une éternité. C'est difficile de dire précisément combien de temps. À chaque détonation, ton cœur se serre, s'arrête, manque un battement. Et finalement, alors que tu reprends un peu espoir, ta sœur a un peu du mal à tenir le rythme. Elle est devant toi, mais par moments, t'es obligé de la repousser un peu devant. Et en fait, alors que vous êtes proche de... Vous arrivez sur le sommet de la butte qui ensuite
Enfin, c'est presque les berges de la rivière, donc c'est un dévers, ça va glisser, ça va vous permettre de vous mettre à l'abri. T'entends une détonation sur la gauche et ta petite sœur s'effondre. Subitement, elle tombe devant toi et tu vois dans la pénombre une flaque sombre commencer à maculer la neige sur laquelle elle repose. Je me jette sur elle en fait. Je cherche à l'endroit où elle a été blessée, à peser de toute ma force pour essayer de contenir le saignement. La balle a visiblement frappé en plein milieu du torse. Et en l'espace de quelques secondes, il y a une quantité de sang incroyable par terre. Et quand tu mets tes mains, bah, tes mains sont trempées en un instant. Quand tu poses tes mains, tu sens sous tes doigts un contact un peu plus froid, métallique. Et tu vois une sorte de pendentif, une amulette, un peu comme la chevalière qu'on t'a donnée, qui porte aussi le symbole du clan, passé autour du cou de ta petite sœur. Je reste quand même un long moment, enfin c'est très subjectif, mais à continuer, tu sais, d'espérer, d'essayer, de la secouer, tu sais, avant de me rendre compte que bah, elle est complètement molle, quoi. Enfin, que, C'est ça. Et en fait, tu sens, enfin, tu veux pas le reconnaître, mais tu sens la vie s'échapper d'elle. Tu sens la chaleur de son corps se dissiper dans la froideur de la nuit. Tu vois, enfin, tu supposes en tout cas que ses yeux cessent de bouger. Et après ce qui te paraît une éternité, alors que ça a probablement pris à peine 2 secondes, ben, elle est morte, là, devant toi. c'est pas possible, c'est pas. Je la dépose délicatement dans la neige. Euh, Truc absolument ridicule, mais t'as vu que je l'ai secouée, elle a les cheveux un peu ébouriffés devant le visage. Je la recoiffe délicatement, tu sais, je repasse une mèche derrière son oreille, je me rends compte que je lui étale du sang sur le visage, son propre sang. Je, je me saisis du collier qu'elle a autour du cou. Je l'enlève vraiment très délicatement, enfin, comme si j'avais peur d'encore lui faire mal. Et, et je l'empoche. Je lui dépose un baiser sur le haut du front. Et quand je relève la tête, certes, j'ai les yeux remplis de larmes, hein, je pleure vraiment chaud de larmes, mais il y a un autre sentiment qui, s'il y avait quelqu'un juste à côté de moi, pourrait se lire dans mes yeux. C'est une haine, euh, mais d'une profondeur et d'une puissance qui est absolument incroyable. Et je me mets à renifler. Et en fait, quand tu te relèves, que du coup tu te tiens comme ça, tu te redresses de toute ta stature, empli de haine et de détermination sur vraiment le bord de de cette butte. T'entends une détonation à nouveau. Tu sens une douleur aiguë qui te transperce l'épaule, tombe à la renverse vers la rivière et tu te réveilles en sursaut dans la grotte alors que la lumière du jour commence à faire son chemin à travers les arbres. Ça faisait longtemps que t'avais pas rêvé de cette nuit-là. Que t'avais réussi à
mettre tout ça de côté, à faire ta vie autrement. Et bah, ce rêve t'a rappelé que t'as pensé à la chevalière chez toi, mais probablement perturbé par la ressemblance entre la petite Hilde et ta sœur, et le fait que tu lui avais dit au revoir quelques minutes auparavant. T'as oublié son amulette. L'amulette sur laquelle tu avais aussi passé la balle que tu t'es toi-même extraite, qui s'était fichée dans ton épaule. Ouais, bah justement, j'allais te dire qu'en me réveillant instinctivement, tu sais, j'aurais porté la main à ma poitrine au niveau où normalement ces deux objets pendent. La réalisation. Et quelques secondes, tu sais, où je ferme les yeux, j'inspire, j'expire, j'essaye de me ressaisir. Tout ça s'est passé il y a très longtemps. Je peux plus rien y changer. Je peux peut-être empêcher que ça arrive à quelqu'un d'autre. Donc, faut que je m'en mette au travail. Du coup, que fais-tu? Je suppose que tu te prépares un petit peu, tu manges un bout, histoire de pouvoir attaquer la journée sur de bonnes bases. Mais après ça, que fais-tu? Tu sais qu'à l'extérieur, t'avais vu la piste entrer, tu t'étais pas trop penché sur est-ce qu'elle repart et vers où. Il faisait nuit, c'était dur de voir. Là, la luminosité est plus favorable. Sans doute plus simple. Juste avant de prendre la route et de recommencer à pister, je vais... parce que le souvenir de cette nuit m'a un peu donné des envies revanchardes. Alors c'est très puéril ce que je vais faire, mais je me dis que si eux se lancent sur ma piste à moi, parce que sur cette D1000 ça risque d'être très compliqué pour eux, ils vont forcément arriver là. Et je veux juste qu'ils sachent que je sais qui ils sont. Et dans la pierre, juste à l'entrée de la caverne, je vais prendre probablement un autre caillou ou quelque chose pour pouvoir légèrement graver juste la forme de leur badge. Alors, ça sera approximatif parce que tu veux Oui, dire la forme extérieure ou un peu plus oui, de la forme détails? extérieure. Je veux pas Pas le motif, dessiner mais le logo, ok. mais voilà. Tu sais qu'après, c'est pas. Enfin. S'ils le voient, ils s'en rendront peut-être compte, mais ça reste une forme relativement standard, qui aurait pu être utilisé le contour pour un autre marquage. Mais probablement que pour des gens qui connaissent ta nature et qui, s'ils enquêtent suffisamment, finiront par trouver ce pendentif et peut-être même savoir de quel clan tu viens, ça aura un sens plus profond. Ah, ça me fait penser d'ailleurs, du coup, parce que je sais pas si dans la ville si à Niboda j'avais donné mon nom complet, je pense que Vigo ça suffisait. Ça suffisait à tout le monde, personne te l'a vraiment demandé, à part peut-être une fois Monsieur Oyvind pour l'embauche, Ouais. mais c'est pas plus loin quoi. Bah du coup, en dessous, je vais rajouter Varg. Ok. Histoire que le message soit plus clair. Ça, y a plus de doute possible. Tu veux pas faire dessiner un gros doigt aussi sur la paroi tant qu'on y est? J'espère leur insuffler un petit peu de peur en faisant ça, tu vois, en me disant... s'ils connaissent un peu leur histoire, ils sauront ce que c'est, quoi. C'est probable en effet. Et donc tu fais ta petite gravure, c'est suffisamment discret pour que quelqu'un qui n'y regarde pas de trop près ne le voit pas. Mais c'est présent et tu te doutes que eux qui chercheront des pistes et des traces le verront très probablement. Et puis une fois que j'ai fait ça et que je suis satisfait de ma petite plaisanterie, je vais ouvrir à nouveau tous mes sens pour essayer de retrouver la piste de l'ami Émile. Ok. Tu vas me faire un test de pistage.
Celui-ci sera pas trop dur, hein, de toute façon. Là, tu suis une piste qui est relativement claire. Et encore une fois, le test sera pas pour savoir si tu arrives à suivre le chemin, plus pour savoir à quel point ça te met du temps, et ça ne te met pas du tout de temps en fait. C'est-à-dire que là, bon, t'es arrivé en bombe, t'as tout donné, bien joué à toi. C'est assez impressionnant. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, effectivement, tu mets tous tes sens en branle, tes capacités lupines que tu avais un peu renfermées, repoussées à l'arrière-plan, tu leur redonnes le contrôle, tu humes l'air, tu sens de manière très légère, très diffuse encore un peu l'odeur d'Émile, et surtout tu vois des petits creux, des petits sillons dans la neige qui ont été un peu recouverts par les chutes de neige des dernières nuits, enfin de la dernière nuit, et même de la soirée. Mais il y a peu de doute, c'est pas très animal, et il y a pour ainsi dire pas d'humains qui viennent jusqu'ici. Donc il est parti par là, toujours à peu près en direction du nord, vers... tu sais que si tu continues dans cette direction, tu finiras probablement par arriver vers un lac, le Rügen, qui est assez proche. Tu suis cette piste pendant un bon moment. L'avantage, c'est que tu avances avec confiance et que du coup, après quelques heures de marche, en fin de matinée, tu finis par arriver aux abords de ce lac. Une belle étendue d'eau, et tu t'en doutais. Tu sentais bien que c'était cette direction qui avait été prise et que finalement tu aurais peut-être fait la même chose si tu avais été à sa place. Il s'est servi du lac et de ses abords pour essayer de brouiller ses pistes au maximum. Là, tu as fait 3,20, donc c'était vraiment au top de la maîtrise de tes capacités sur ce niveau-là. En fait, tu vois la démarche. Il va te falloir faire encore des recherches pour savoir précisément par où il est parti, mais tu te doutes qu'il a pataugé dans le rebord. Ça te rassure un peu, ça te fait dire que finalement il n'a pas complètement perdu ses moyens, il a encore un peu de jugeote. Il n'est pas juste en train de fuir à l'aveuglette et d'être une cible facile complètement en panique. Mais du coup, faudra probablement faire un autre test de pistage, mais avant je vais te demander un peu comment tu t'y prends, parce que ça pourra avoir éventuellement un impact. Ok. Du coup, c'est assez simple. D'ailleurs, le raid de la nuit précédente va me permettre de réfléchir convenablement à ça, puisque ça va me rappeler ce que moi j'ai fait à l'époque, une fois que j'ai réussi à m'extraire cette balle pour être sûr de ne pas être suivi. Donc en effet, trouver un cours d'eau, le suivre un certain temps, sortir un peu plus loin, brouiller les pistes, tout ça. Donc je me mets vraiment dans la peau de ce que j'ai été gamin. Une bête traquée qui veut absolument échapper à la traque. Et donc je pense même que je vais le faire physiquement. Genre je vais rentrer un peu dans le lac, commencer à voir moi par où je serais allé, qu'est-ce qui était le plus clair, enfin voilà. Ok. Fais-moi ton test de pistage. Il sera quand même vraiment difficile. La difficulté sera à 4, mais c'est pas tant pour, encore une fois, la notion de réussir ou non, sur la notion de savoir si, parce que je me doute que tu vas rien laisser au hasard et que tu repartiras pas tant que tu n'auras pas une piste qui te paraît satisfaisante. Donc c'est ça. Je vais probablement m'y reprendre plusieurs fois. C'est ça, c'est savoir combien de temps ça va te prendre et si tu perds du temps. Et tu vas en perdre. Alors, c'est pas un échec critique, c'était plus, c'était pas un succès-échec. Donc, c'est juste que n'ayant pas tes 4 succès, n'ayant pas atteint la difficulté totale, on va dire, tu vas mettre du temps. Ça va être assez agaçant parce que peut-être qu'en fait, finalement, ton expérience risque de te desservir un peu. Tu réfléchis peut-être trop bien
par rapport à Emile qui a peut-être moins la fibre chasseur-pisteur que toi et qui du coup est moins conscient de ce qu'il faut faire pour se rendre difficile à pister. Et donc des choses qui t'auraient paru logiques finissent par ne pas déboucher sur beaucoup. Tu dois faire le tour du lac 2 ou 3 fois, penché à quatre, enfin pas à quatre pattes, mais au moins accroupi à chercher traces des sillons creusés par un passage et pas juste par l'écoulement de l'eau. Et finalement, sur le milieu de l'après-midi qui commence à tirer vers la fin, t'arrives à une conclusion définitive. Pour toi, Emile est parti non pas en direction du nord, toujours vers Uppsala, mais aurait possiblement bifurqué à l'ouest. Et la seule chose qui est dans cette direction, bah, un peu contre-intuitif, mais c'est Stockholm. Oh, waouh. Oui, après, s'il veut vraiment prendre la fuite et quitter le pays, Stockholm est le plus indiqué en vrai. Bah, c'est ça. Que je Se dise pas de fondre, bêtises, mais Stockholm c'est en bord de mer, non? pas tout à fait, mais pas très loin. Ouais, donc il y a moyen Enfin, de mémoire, après c'est... Il y a moyen de se faire engager pour partir sur un bateau et... Oui, et puis même, tu sais que de toute façon, Stockholm est une ville suffisamment grande pour pouvoir se dissoudre dans la population sans trop de difficultés. Ah oui, si, c'est en bord de... Enfin, c'est pas en bord de mer directement, c'est ça. C'est que c'est pas sur la côte, mais t'as des entrées d'eau, enfin, t'as des bras de mer qui permettent d'accéder. Là où Niboda est vraiment en bordure, enfin, même si techniquement il y a des îles devant, on n'est pas directement sur la mer, mais c'est directement en bordure d'eau. Stockholm, c'est un peu plus... ça donne l'impression d'être plus à l'intérieur des terres, mais il y a quand même des accès maritimes. Donc oui, il a plein d'options. En fait, s'il arrive juste à Stockholm, effectivement, tu te dis qu'il aura plein d'options pour se fondre dans la masse et disparaître complètement. Ouais. Et du coup, même si je reste prudent et que bah, moi aussi j'essaye de brouiller un peu les pistes pour éviter d'être trop facilement retrouvé, je vais quand même presser le pas. Parce que je me dis, s'il arrive à Stockholm, il y a zéro chance que je le retrouve là-bas, quoi. Donc il faut que je le chope avant qu'il y soit. Ou arriver à Stockholm, ça va être... Oui, non, mais il y a une bonne oui, voilà, il y a une sacrée distance. Mais il a au moins une vingtaine d'heures d'avance sur moi. C'est possible. Tu sais pas à quel point lui s'est reposé dans la grotte en fait. Il aura probablement dormi plus longtemps que toi. Ouais. Et même si là t'as perdu du temps, tu sais que c'est plus facile de suivre une trace que de l'établir. De progresser quand tu sais pas vraiment où tu vas, vérifier, t'orienter, tout ça. Ça te ralentit énormément. Surtout en forêt, avec la neige. Bon. Les animaux, vous craignez pas trop, mais il y a d'autres dangers qui pourraient... Et mine de rien, vu à quel point il est parti précipitamment, il est probablement moins bien équipé que toi en termes de vêtements et de nourriture, et il est possible que son énergie s'amenuise beaucoup plus vite. Et là aussi, va énormément le ralentir. Ouais, donc comme dit, je reste prudent, mais je presse un petit peu le pas, quoi. Oui. Tu accélères un petit peu la cadence, tu restes comme ça, penché sur cette trace, sur cette piste finalement, et tu finis par arriver à un moment, à un cours d'eau où il a l'air d'avoir traversé. Et c'est particulier parce que là, il a traversé, ça avait l'air plutôt pratique que pour brouillage de piste. Toi, tu te dis que ça aurait été vachement plus malin de remonter un peu ou de redescendre le cours. Là, il a juste fait un tout droit. C'est un petit cours d'eau, hein, c'est un ruisseau. Ça aurait pu permettre de brouiller des traces de pas, mais pas suffisant pour... Pas suffisant pour juste qu'on perde ta trace parce que c'est galère de traverser. Et là vraiment, toi tu vois les pas qui continuent en fait,
il a pas l'air aussi conscient que ce que tu penses du fait d'être suivi. Ok. Donc peut-être que pour une raison X ou Y, il s'est dit de l'autre côté, il y a probablement quelque chose qui pourra m'aider dans ma fuite. Donc je vais passer de l'autre côté, quoi. Bah, ça, pour le coup, ça a l'air plutôt d'être. Il a fait un tout droit dans la direction approximative de Stockholm. Ok. Et Ok. il a pas plus cherché que ça, justement, qu'on puisse pas le pister. Ça marche. Ça sent plus le je ne dévie pas de mon chemin que j'essaie de prendre un raccourci où je vais vers un objectif précis. Ok. Bah, de toute façon, tu m'as dit que c'était un petit cours d'eau, donc je vais Oui, traverser la gué, quoi. c'est en gros, voilà, c'est dis-toi que en 2 enjambées tu y es et ça t'enfonce pas plus haut que la cheville, donc Ça ira. ça devrait le faire. C'est pas un obstacle insurmontable, loin de là. Tu continues comme ça pendant quelques heures. La nuit finit par tomber. Il serait judicieux pour toi de te trouver un coin où t'abriter ou continuer à travers le couvert de la nuit et l'obscurité, mais c'est un coup à perdre la trace et c'est un Euh, coup à faire une mauvaise chute aussi potentiellement. Donc du coup, je vais à nouveau ouvrir mes sens, mais pas du coup pour chercher les Nils, mais pour essayer de sentir s'il n'y a pas dans le coin un truc qui pourrait s'apparenter à un abri de chasse ou tu vois, que je sente une odeur humaine suffisamment proche pour essayer de m'abriter et pas dormir à la belle étoile, quoi. alors fais-moi un test de survie. Ouais. Normalement, si je me trompe pas, ça marche quand même. Enfin, c'est quand même une compétence de perception et t'as des bons. Ah non, c'est une compétence adaptation du coup. Ah oui, c'est avec réflexe. Autant pour moi. Du coup, c'est pas si boosté que ça. Tu vas galérer en fait à trouver quelque chose. Tu ne sens pas de présence et en même temps là, tu sais que vous êtes dans une partie, enfin, tu es dans une partie de la forêt, pour ainsi dire vierge. Il y a peut-être des gens qui sont passés un jour dans un élan de détermination infinie à la recherche de gibier, de champignons ou autres, mais on est loin des routes, loin des villes et des villages. Il y a peu de chances que quelqu'un y ait fait un abri quelconque, et visiblement personne n'a décidé de s'installer dans les bois à cet endroit pour y monter une cabane de chasse. Donc entre ça et la fatigue, mine de rien, de la concentration soutenue que te demande le pistage, tu trouves pas d'abri tout désigné. Tu sais où te poser quand même pour être un peu moins dans le froid. Tu trouves bien un gros caillou qui te permettra d'avoir un petit abri, mais c'est pas fameux. Je vais tester un dernier truc avant de me résoudre à trouver un truc pas fameux, puisqu'on est dans un territoire qui est pas trop visité par l'homme. Je dois pouvoir trouver des animaux. Oui, ça se trouve, il y a... Et peut-être essayer, puisque j'ai cette capacité, euh, de parler, enfin de communiquer avec une bestiole, afin de peut-être trouver une tanière un peu plus appropriée que simplement un rocher, quoi. Avec quelle bestiole t'essaies de communiquer? Parce que bon, il y a des oiseaux, si tu cherches bien, bon, il y a des rongeurs aussi. Voilà, s'il y a du rongeur, je vais communiquer avec l'un d'entre eux, type écureuil ou quelque chose comme ça, quoi, pour essayer de voir un coin qu'ils évitent absolument, parce qu'ils savent qu'il y a des prédateurs par là. Alors, tu le sais en fonction de la bête avec laquelle tu parles. Par expérience, tu sais qu'ils sont pas tous aussi incroyables en communication les uns que les autres. Ouais. Généralement, plus ils sont gros, mieux Plus c'est c'est. facile.
Ouais. Et donc tu finis par trouver, alors que le soleil commence à se coucher, que la luminosité baisse vraiment, tu finis par apercevoir un écureuil qui se presse un peu. Tu le vois en fait remonter le long d'un tronc avec de la nourriture entre les mains. Il est probablement allé chercher dans sa réserve de quoi se nourrir pour la journée. Et donc, comment tu t'y prends? Qu'est-ce que tu lui dis? Alors, juste HRP, c'est une communication où où je dois verbaliser, où j'arrive à rentrer en contact avec l'esprit enfin la conscience de l'animal. En fait, tu pas de par tes capacités surnaturelles, t'arrives à toucher l'esprit de l'animal, mais ça ressemble à une conversation mentale. Ok. Tu peux appuyer sur certaines émotions, certaines intentions, et de la même manière, tu perçois des intentions dans la réponse, au-delà de la réponse verbalisée de la bête, mais ça reste des lignes directrices, et c'est pour ça que les animaux plus gros ont une facilité un peu plus avancée à mieux verbaliser la chose. Bon, les loups, c'est le truc qui te parle le mieux, mais c'est plus par proximité réelle que par qu'autre chose. Mais voilà, à partir du moment où on est sur un gabarit chien, enfin, les canidés de manière générale, ou même certains félins, il y a une pensée plus construite que les oiseaux, les petits rongeurs. Bah du coup, ouais, je vais essayer de rentrer en contact avec lui et dis-moi, il y a un endroit qui te fait particulièrement peur, où tu sais qu'il faut pas aller, parce que tu risquerais de te faire manger, quoi. Bah là, partout, parce qu'il fait froid. Un endroit avec des grosses bêtes, plus grosses que toi. Comme toi? Euh, Plus comme ça, tu sais, je montre la hauteur d'un chien ou d'un loup par rapport à moi. Oui, il y a par là-bas. Et en fait, il est là, tu vois, tu l'as interrompu, il est là avec un truc entre les pattes. Et il fait le tour du tronc. Et en fait, il te pointe pas de la patte, mais tu vois, il se met dans la direction par rapport au tronc. Par là-bas, c'est dangereux. Mais plus, et tout le temps. Loin? Ah oui, très loin. Mais bon, le problème, c'est que très loin, à l'échelle d'un Oui, écureuil, pour un écureuil, c'est c'est plus... c'est peut-être raisonnable pour moi, quoi. C'est ça. Bah du coup, je le remercie et je l'embête pas plus longtemps. Tu vois. Je comprends qu'il a très important à faire, ce petit Ah écureuil. bah, il a une survie à assurer, et dès que tu romps le contact, en fait, il te regarde pendant quelques secondes, et puis il file, il monte à une grande vitesse, et tu le vois s'enfoncer dans un trou à la base d'une branche. Ok. Je vais marcher dans la direction qu'il m'a indiqué. Je pense grand maximum 1 heure ou 2. Ouais. Et si je trouve pas ce que je cherchais, bah tant pis, je me ferai un abri de fortune. Mais voilà, je me donne un maximum de 2 heures de marche avant Yes. de me poser, quoi. Après, au-delà de 2 heures, il fera vraiment nuit Oui, noire, oui, et tu verras quasiment plus rien, donc ça sera compliqué. Fais-moi un petit test. Est-ce que c'est orientation? Ouais, si, orientation, c'est bien. Ok. Tu trouves ce qu'il te désignait. C'est en fait, tu finis par arriver à une grotte un peu similaire à celle que t'avais occupée la nuit dernière. La différence, c'est que là où celle que t'étais, c'était vraiment, genre, ça ressemblait à une caverne. Là, on est plus sur un truc qui est sous un surplomb, c'est moins fermé.
Et voilà, t'aperçois ça. Avant même d'y arriver vraiment, tu remarques en fait cette particularité du terrain dans la pénombre. Et tu sens que y a des animaux qui y passent. C'est pas toujours occupé, mais il y a des odeurs de pas mal de choses. De gibier, des fois de prédateurs. Ça a l'air d'être un endroit où des animaux viennent se mettre à l'abri, ponctuellement, sans être réellement un lieu de résidence pour eux. C'est pas une tanière de loup ou une tanière d'ours. Parfait, c'est exactement ce que je recherche du coup. Par contre, pour me prémunir du fait qu'un prédateur tel qu'un ours pourrait décider que bah non, c'est moi qui dors ici ce soir, pas toi, je vais faire un feu. Un petit feu, hein, juste un truc qui éclaire suffisamment pour que les animaux comprennent qu'il faut pas venir. Et peut-être dresser sur les arbres environnants, tu sais, des alarmes, entre guillemets, c'est un Ouais. fil tendu avec des trucs métalliques pour que si un animal passe ou un humain le fasse bouger et que ça me réveille, quoi. Ok. Tu fais ça. Ça fait partie des trucs dont tu avais l'habitude quand tu étais en fuite. T'es réveillé après avoir pris cette balle, tu t'es réveillé en fait en train de dériver un peu dans le cours d'eau de la rivière. Tu étais échoué sur une des berges. Et malgré le fait que visiblement tu as été laissé pour mort, pendant de longues journées, voire semaines, tu as vécu tout seul dans la forêt, en autonomie, à chasser pour te nourrir, dans la paranoïa que quelqu'un te trouve et te fasse du mal. Et donc, c'est des automatismes que tu avais laissés derrière toi, une fois que tu es arrivé à la vie sédentaire au sein du village de Niboda. Mais pendant un temps, c'était ton quotidien. Et ça revient. Ça revient assez vite en fait. Dès que tu recommences à pratiquer, ton coup d'œil se réveille. Tu retrouves assez facilement les endroits que tu juges les plus importants alors pas piéger, mais voilà, à vérifier. Les traces de passage des animaux, tu vois les endroits où eux passent régulièrement. Et donc, il faut mettre quelque chose pour vérifier que quelqu'un pourrait approcher. Et puis... Fais-moi un test de survie quand même pour le côté faire un feu. C'est pas si évident que ça, de faire un feu en hiver en Scandinavie. Et bah je vais pas y arriver. C'est pas évident du tout en fait. Alors, ouais, non, t'avais rien pris de particulier, donc t'as pas un briquet ou quelque chose comme ça. Dans le dans le go bag, il y avait Ah oui, t'avais un briquet. il y avait de l'amadou, des trucs comme donc ça. en fait, tu vas allumer ton feu, c'est juste que le bois étant humide et que c'est vraiment pas des conditions idéales, tu vas bien t'enfumer le nez pendant un moment avant de réussir. Ce qui fait que pendant quelques heures, tu vas avoir cette sensation d'avoir un peu d'avoir respiré trop de vapeur pas très nette, et donc la tête qui tourne un petit peu, les idées qui ont du mal à s'enchaîner proprement. Donc ça va être salvateur finalement que d'avoir un endroit calme pour se reposer. Ouais, parce que même mes sens du coup doivent être un peu troublés. C'est un peu engourdi tout ça. Je sens cette odeur de fumée absolument partout. C'est ça, c'est pendant un moment, oui, tes capteurs olfactifs vont être saturés de l'odeur de fumée, de feu de bois. Yes. Au point où tu t'en arrives pendant quelques minutes, tu sens même plus les odeurs de toutes les bestioles qui pourtant ont passé des nuits ici. Ouais. Mais tu as ton feu, tu as fait tes dispositifs, tu t'estimes être en sécurité. Et dans un endroit suffisamment confortable, relativement par rapport à
Juste dormir dans la neige, qui te permettra de Oui. passer une nuit à peu près correcte. Et puis bah du coup, pareil que la veille, cassage de graines juste utilitaire. Je ne mange que ce dont je sais avoir besoin Ok. pour survivre à la nuit, parce que mine de rien, même si je suis plus ou moins à l'abri, le froid et tout, bah, le corps bouffe pas mal de calories. Mais voilà, j'en mange pas plus parce que je sais pas combien de temps la trek va durer et que ma réserve est quand même limitée. Donc je prends le strict nécessaire, quoi. Ok. Tu... tu te rationnes, tu fais attention, finalement, tu pratiques encore une fois, tu mets en pratique, pardon, encore une fois, ce que tu faisais déjà dans ta jeunesse. C'était plus facile de te rationner dans ta jeunesse malgré ta vigueur exceptionnelle pour ton âge. Le poids Il des y a quand années même se le poids fait des un années. peu sentir. Tu restes un loup-garou, tu es beaucoup plus résistant qu'un sexagénaire humain. Enfin, seulement humain. Mais bah justement, la part loup-garou n'est pas celle qui domine complètement. Et l'humain en toi se dit que ça serait cool d'être à l'intérieur et de pas être en train de courir derrière un gamin qui a fait une connerie. Ouais, je pensais pas te dire ça un jour, mais je regrette mon lit, hein, vraiment. Hein. C'est ça, Il était pas si mal finalement. il était pas si mal. Et tu vas passer une nuit moins mouvementée, en fait. Tu vas encore être visité par les rêves d'antan, mais cette fois-ci dans le contexte dans lequel tu es, c'est-à-dire ce contexte de survie. Tu vas te rappeler de certaines de tes victoires, tes petites victoires personnelles et certains de tes moments de peur pendant cette phase de survie. Les jours où bah, tu as aussi parfois affûté tes capacités de loup-garou, même si tu savais qu'il faudrait s'en défaire pour la civilisation retrouvée. Mais voilà, les quelques conversations que tu as pu avoir avec des meutes de loups qui t'ont probablement sauvé la vie. Parce que si tu étais un simple humain, tu n'aurais pas pu te défendre face à leur nombre. Des frayeurs, une entorse qui, pendant quelques jours, t'a empêché de te déplacer comme tu le souhaitais et t'a fait craindre de finalement ne pas pouvoir continuer à chasser et de te retrouver à jeûner jusqu'à l'inanition. Et tu te réveilles au lendemain matin. Tu n'as pas été dérangé par des alarmes, visiblement personne, rien ni personne même, ne t'a visité pendant la nuit. Et tu retrouves le feu que tu avais bien alimenté avant de t'endormir, qui est... Les cendres sont encore chaudes. Il n'y a plus vraiment de braise, mais il a dû mourir de lui-même pas très longtemps avant ton réveil. Ok. Je vais évidemment le plus possible nettoyer la zone, donc briser ce qui restait du feu, voire même recouvrir de neige cette zone-là, récupérer mes alarmes précautionneusement, tout remettre bien à sa place dans le sac. Enfin, très méticuleux dans ma façon de replier mon camp. Oui. Et puis remarcher la distance nécessaire à rejoindre la piste là où vous l'avez abandonnée. Et puis me relancer sur les traces Ok. des nids. Tu reprends le pistage. Cette fois-ci, la trace est claire. Il n'y a même plus vraiment besoin de te mettre en difficulté. Ça va te prendre quand même un peu de temps de retrouver précisément la trace, même si tu suis d'abord tes propres traces de la veille. C'est toujours plus difficile de faire un retour maîtrisé que l'aller où tu y vas gaillardement en te disant bah, je finirai bien par tomber sur ce que je cherche. Et du
coup, tu vas avancer comme ça encore une bonne partie de la journée, jusqu'à ce que tu finisses par tomber sur des traces de campement, un campement de fortune qu'Emile a dû faire lui-même. Si c'est pas lui, il est tombé dessus aussi, et c'est très bizarre. Mm. Il a visiblement plus tant d'avance que ça sur toi. Ouais, justement, j'allais te dire, alors, en espérant qu'il n'ait pas été aussi précautionneux que moi, mais si c'est des traces de campement, regardez justement au niveau de l'endroit où il aura peut-être fait un feu. Je sais pas s'il en a fait un, mais Il y a eu une tentative, c'est un foyer moins bien, enfin, qui a été moins bien organisé que le tien, et ça a dû moins bien brûler. Visiblement, la nuit n'a pas été clémente pour lui, du tout. ok, donc ouais, j'en conclus vraiment que c'était son campement de cette nuit, quoi. Oui, 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 ça c'est à peu près certain. Ou si c'était pas le sien, c'était celui de quelqu'un d'équivalent, quoi. Ok. Et pardon. Et ouais, bah donc petite étude rapide du campement, voir comment il a l'air de se porter. Enfin, tu vois, s'il y a des trucs qui peuvent montrer qu'il a été blessé d'une manière ou d'une autre ou pas. Enfin, j'essaye d'étudier, de tirer un maximum d'informations de ce campement avant de me relancer à sa suite, quoi. Les seules traces de sang que tu trouves sont rapidement expliquées, et en fait c'est pas les siennes, c'est juste lui qui a chassé de la volaille, visible. Il trouve des plumes aussi, et Ok. ça a dû être difficile à cuisiner vu la gueule du feu, ou du moins ce qu'il en reste. Donc le repas a pas dû être super agréable, probablement de la viande saignante, et c'est même un euphémisme. Mais à part ça, lui a l'air... Enfin, il n'y a rien qui te laisse penser qu'il soit blessé. Ou du moins, s'il est blessé, c'est pas par entaille ou quoi que ce soit. Ouais. Ok. Bah oui, alors, si. Je m'attarde encore quelques instants parce que je me dis que les personnes qui sont sur nos traces arriveront bien à un moment ou un autre et bah ça c'est un peu des preuves un peu trop flagrantes, donc je vais probablement prendre la même précaution que j'ai pris avec mon camp à moi, de détruire les dernières traces que moi j'ai pu étudier avant de reprendre la route. Ok. Tu sais que ça te permettra... Enfin, tu pourras pas tout maquiller, en fait. Le fait de détruire Oui, les traces laisse d'autres traces. C'est... c'est vrai, mais je me dis que du coup, ils se diront peut-être que la piste est plus ancienne qu'elle Mhm. n'est. Enfin voilà, tu vois, Non, bien sûr. Mais voilà. j'essaye de louvoyer. Louvoyer. Mhm. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais voilà, c'est juste que tu ne pourras pas vraiment dissimuler la piste. Effectivement, Oui, oui, bien tu sûr. peux lui donner un aspect plus daté que ce qu'elle n'est vraiment, mais c'est pas magique. c'est Évidemment, évidemment. il y a que dans Camelot qu'on peut effacer les traces avec un balai pour brouiller les pistes. Oui, en étant allongé sur un lit. C'est ça, exactement. Là, ça marchera pas, quoi. Il y a un moment où il faut bien se rendre à l'évidence. Mais malgré tout, t'arrives, ça te prend un petit peu de temps, quelques minutes, hein, c'est vraiment rapide. Mais t'arrives à un résultat qui te paraît satisfaisant, où tu te dis que le campement a l'air plus vieux que ce qu'il n'est réellement, et que finalement, c'est pas plus mal. Ça mettra peut-être le doute à vos poursuivants. Poursuivants qui, j'en ai conscient, doivent se rapprocher d'heure en heure de ta position et donc de celle d'Emile. Je pense avoir En encore effet, une bonne avance sur eux, mais ça ne durera pas éternellement. en effet. Après, en vrai, moi je me sens encore, même si je me suis rapproché, encore un peu éloigné, puisque je sais pas combien d'heures ils se sont écoulés. T'es tombé assez rapidement sur le campement, en fait. Alors c'est difficile à dire. Je pense que finalement, il avait peut-être
4 heures alors 4 heures d'avance vue de nez sur toi lors du moment où lui a établi son campement et toi il t'a fallu plus de temps tout ça, mais a priori ne se sentant pas forcément traqué, il dort peut-être plus longtemps aussi, tu te réveilles plus tôt, parce qu'une fois que t'as repris la piste, t'as pas fallu si longtemps que ça pour tomber dessus. Ok, je vais peut-être du coup quand même, parce que plus je vais me rapprocher d'Emile, plus on va arriver au moment où je vais le confronter, hein, quelle que soit la forme de la confrontation, mais le confronter, et donc plus je dois retarder les membres de la Ligue. Donc je vais peut-être essayer de poser quelques pièges en me disant, s'ils enquêtent sur le campement, tu sais, un piège du style, tu sais, la corde qui traîne et tu prends ton pied dedans, et du coup tu te retrouves suspendu. Pas des pièges mortels, mais des pièges qui vont les retarder. Le temps de détacher leurs compagnons, de s'assurer qu'il n'y en a pas d'autres, enfin ce genre de choses. Tu vois. Ok. Attends, je vais jeter un œil à ta fiche pour voir lequel me semble le plus adapté, même si je pense que c'est... je pense que c'est survie malgré tout. Ah, peut-être pas. Hein. Ah, ça aurait pu être bricolage. Après, c'est à toi de voir. Survie ou bricolage, t'as plus de dés en bricolage, mais t'as un point en survie. Bah moi j'étais parti sur de la survie dans ma tête, donc je vais lancer de la survie. Et donc de la survie pour voir un peu quelle est la qualité des pièges que tu nous proposes. C'est très moyen. C'est très moyen, c'est pas... voilà. Mais en fait, c'est la contrainte du temps qui te force à faire moyen. Ouais. Si tu savais que t'avais le temps, si t'avais, à la limite, si t'avais rattrapé Emile et que tu lui avais dit bah attends-moi, je fais ça et on va discuter plus loin, t'aurais pu te permettre de faire mieux. Là, il faut faire ça en 4ème vitesse. Donc tu vas faire effectivement une espèce de... ouais, une corde avec un contrepoids qui permettra de... alors, tu n'arriveras probablement pas à suspendre quelqu'un avec, mais ça permettra de les gêner. Des trous, enfin, pas une fosse à pic, mais genre juste un petit truc recoulé qui peut-être ils vont se faire une cheville dans un creux comme ça, ce genre de choses. Ouais. Voilà. Ok. C'est pas satisfaisant, mais tu sais que t'as pas le temps de faire mieux. C'est ça. C'est bon, j'aurais pu mieux faire, mais ça suffira. Et je me relance à la suite de la nuit. Tu te relances à sa suite. Et bon, je vais pas te faire faire pas à pas à chaque fois que tu trouves quelque chose. En fait, c'est sur les coups de la mi-journée. Le soleil est haut. Il fait presque doux. Presque. Et en fait, tu commences à... Ces traces sont vraiment fraîches. Elles sont de plus en plus fraîches depuis un moment déjà, mais là, elles sont vraiment fraîches. Et si tu tends l'oreille, que tu te concentres, si tu humes un peu l'air, tu finis par sentir son odeur, entendre au loin des bruits qui n'ont pas l'air d'être tout à fait des bruits de la forêt. Ok, ouais, donc si je presse le pas, normalement je peux le rattraper assez facilement. Oui. Et si tu presses le pas, il risque de t'entendre. Oui. Toute mesure gardée, évidemment. Du coup, là, sentant la rencontre vraiment proche, je vais tendre un dernier piège à mes poursuivants. Et pour ce faire, je vais encore faire appel à ma capacité de communication avec la nature, et en particulier avec la faune. Mais cette fois-ci, je vais l'utiliser à une échelle un peu plus grande. Je vais essayer, en tout cas, de faire venir à moi un ours qui se trouverait dans les environs. Bien, fais-moi ton test de pouvoir hein, pour voir si l'appel fonctionne. Et en cas de succès... C'est le jet qu'il ne faut pas que je rate. C'est le jet qui... Ça serait dommage de rater. Ça serait rigolo de leur envoyer... Ah. Dommage. Ça serait rigolo de leur envoyer un ours. Malheureusement, tu lances ton appel et... en fait, c'est pas que tu lances ton appel et personne n'y répond, ça va plus loin que ça. C'est
tu essaies de canaliser un peu de souillure ton corps, mais ça le fait pas. Du coup, tu payes pas le coup en souillure hein, quand tu rates Ah, ok. un jet comme ça. Si tu n'arrives pas en fait, c'est que tu n'arrives pas à canaliser la souillure et que du coup, bah, quand tu vas essayer de lancer ton appel, tu vas donner de la voix. Bah, ton cri va résonner, mais tu sens bien qu'il n'y a pas l'énergie un peu particulière de la souillure dans tes cordes vocales qui vont lui donner la portée nécessaire à vraiment convoquer une bête. Et donc, malheureusement pour toi, rien ne se passe si ce n'est que Émile t'a probablement entendu. Allez. Et c'est décevant. C'est excessivement décevant. Bah tant pis, j'ai plus le temps là. En plus, Emile m'a probablement entendu. Donc la discrétion n'est plus de mise. Je vais me lancer éperdument à ses trousses. Bah d'ailleurs, tu te rends compte que les bruits que tu percevais se sont arrêtés. Je sais pas si c'est qu'il fait attention ou qu'il s'est bloqué pendant un temps. Ça reste un appel quand même qui est assez caractéristique de votre espèce. Donc malgré tout, il a entendu un loup-garou pas loin de lui. Et pas juste une bête sauvage. Ouais, avec un peu de chance, il va penser « Oh, un pote !» Ok, je vais dans la direction de là où j'avais entendu les bruits précédemment et où la piste mène. Et assez rapidement, bah en fait, tu finis par tomber sur un endroit où la piste s'arrête un petit peu. Il y a l'air d'y avoir eu un piétinement. Et alors que tu commences à essayer de déterminer un petit peu ce qu'il en résulte, t'entends une voix que tu connais qui t'interpelle depuis un petit peu au-dessus. Bah Vigo. Et tu vois Émile assis, enfin pas assis, mais accroupi sur une branche, on va dire basse, même si elle reste quand même, elle domine pas mal. Effectivement, maintenant que tu t'y penches, c'est bien le genre de trace de je réfléchis à où je vais et puis je grimpe dans un arbre. Descendre la glace. Mais qu'est-ce que tu fais là hein? Oh, je sais pas, je me suis dit que c'était un bon coin à champignons. Non mais pourquoi tu m'as suivi? T'es sûr que tu veux pas descendre qu'on en discute? Il est en train de descendre. Il fait ça précautionneusement pour pas tomber sur le rable, mais... Pourquoi je t'ai suivi? Disons que, je sais pas, par probablement une erreur de ta part, hein, je ne te jette pas la pierre, je me retrouve sans emploi et dans un village qui s'interroge sur pourquoi un animal sauvage a attaqué le patron de la Syrie dans son bureau. Il a l'air emmerdé, hein, vraiment. Hein, il baisse les yeux, il se tord les doigts. Ouais, bah, un petit peu perdu le contrôle. Là. Mais Ouais. je voulais pas. Hein. Si je pensais que c'était volontaire de ta part, je te jure qu'on serait pas en train d'avoir cette conversation. Ça a pas l'air de le rassurer comme... Bon, gamin, il s'est passé quoi avec le vieux? Bah... Rien de mirobolant, hein, juste... je suis allé le voir... et, pas hier matin, avant. Je suis allé le voir pour demander... parce que... tu sais comment ça se passe, hein, vu que tout le monde se barre petit à petit... je veux dire, on n'est pas con, on se rendrait bien compte que la CIA, ça tenait à peine la route et que...
allait finir par mettre la clé sous la porte, et donc bah, je vais aller lui faire part de mes inquiétudes. Et, et je sais pas, ça doit être le stress de perdre le boulot, et le fait que lui avait pas l'air inquiet. Alors que c'est inquiétant comme situation, mais bah, il était trop rassurant. Et à un moment, je commençais à me dire que bah, en fait c'est juste qu'il mesurait pas la gravité de la situation et à quel point nous on allait se retrouver sur la paille si lui mettait la clé sous la porte. J'ai vu rouge et bah après c'est un peu flou. Et tout ce que je me rappelle, c'est il est là par terre devant moi, Et du du coup, sang tu t'es partout. enfui comme un jeune louveteau avec ta queue entre les jambes. Bah, je me suis dit que c'était mieux ça que de devoir affronter la population et d'être pendu, quoi. Mais en partant, tu te rends compte que t'as signé des aveux. Mais Si t'étais resté et que t'étais venu me voir, on aurait pu trouver un moyen d'essayer de maquiller la chose, de tromper la population. Là, tout le village est persuadé que c'est toi, et a raison. ouais, mais bon, enfin, qu'est-ce que ça peut leur faire que ça soit moi si je suis plus là? Tant pis pour eux, ils m'attraperont pas. Euh, je pensais pas que tu étais dans un tel égoïsme, mais tant pis. C'est pas de l'égoïsme. Je suis parti parce que justement, ils dirigeront leur colère vers moi. Ouais, ça te permet de faire profil bas. Ouais, mais tu te rappelles, je t'ai parlé d'une organisation Ouais, qui a un problème avec nous. oui, mais certainement pas pour juste un meurtre. Et bah figure-toi que ce très cher Ludwig. merde, Ludwig a décidé de dépêcher quelqu'un à la capitale. Et que vu la teneur du meurtre, je suis convaincu que la Ligue en a eu vent. Et même quand il est complètement con, lui, ça nous dessert, hein, c'est dramatique. Et étant donné que de colère, j'ai étalé Gustave, hmm, Et du coup, je comprends mieux pourquoi t'es là. bah, on est dans la merde, gamin, et il va être temps de prendre une décision. Bah, ouais, mais tu penses qu'ils sont sur nos traces? Enfin, sur tes traces et du coup les miennes aussi? Ou on a suffisamment d'avance? On a de l'avance, mais ils savent ce qu'ils font, et si ils ont visité nos maisons respectives, ils savent à quoi ils ont affaire, et nous rattrapons. On peut pas fuir comme ça toute notre vie, c'est pas possible. Enfin, moi, la mienne finira par se terminer plutôt que pour toi, mais tu vas pas passer ta vie à regarder par-dessus ton épaule, je te jure que c'est pas agréable. Bah, ouais, mais qu'est-ce que tu proposes? Parce que je dois t'avouer que la fuite, c'était quand même un peu mon option première. Pas juste être un vagabond qui fuit, mais La différence, parce que je t'aurais bien dit que ça peut fonctionner, hein, de se trouver un petit coin tranquille et d'y vivre paisiblement pendant plusieurs décennies. La différence, c'est que moi, ils pensaient que j'étais mort. Toi, ils savent que t'es en vie et que t'as tué quelqu'un et ils vont te rechercher activement. Et ils sont présents partout. Donc, soit tu vas passer ta vie à, en effet, vagabonder, à regarder par-dessus ton épaule, soit faut qu'on trouve un moyen
de leur faire croire que t'es plus là, quoi. Fais-moi un test d'investigation, s'il te plaît. Et t'as pas besoin de le réussir parce qu'Emile a fait un jet de fifou. Mais fais-le quand même. Ok. En fait, quand tu dis ça, tu le vois lui qui, d'un coup, son regard part un peu vers les fourrés. Toi aussi, t'entends des traces. Pour te donner un ordre d'idée, il a lancé 6 dés, il a fait 6 succès. Ouf. C'est-à-dire que Le cochon. j'ai lâché mon meilleur. 18, 18, 19, 19, 16, 17. Je pense que je ferai pas mieux avant longtemps. Donc, et en fait, toi aussi, tu entends dans les fourrés des pas un peu lourds qui montrent que même si ton appel n'a pas eu la portée surnaturelle que tu espérais, il a eu au moins la portée sonore. Et visiblement, ça a attiré la curiosité d'un ours qui ne vient pas vous aider et comprendre ce qui se passe. Ok. Comment est Émile par rapport à cette arrivée impromptue? Concentré. C'est-à-dire que lui l'a entendu, en fait te dit il y a un ours qui se rapproche. Je crois que lui aussi t'a entendu. D'ailleurs, t'espérais quoi à ce moment-là? Me signaler ton arrivée? Non, justement, appeler un de ceux-là pour essayer de retarder nos poursuivants. Tu sais faire ça? Oui. Ah, t'as bien de la chance. Moi je peux juste leur parler et encore pas toujours très facilement. Et je me tourne vers l'ours. L'ours, Et déjà, oui. bah en fait il est pas tout près, mais là il commence à émerger un petit peu. Pas l'air joasse de vous voir. Hein. Mm. Je me tends immédiatement vers son esprit avec des pensées rassurantes, tu vois, genre on n'est pas là pour prendre ton territoire ou quoi. Tu perçois en fait, il te répond qu'est-ce que vous faites pourquoi vous avez appelé? On essaye de fuir des chasseurs. Et j'espérais avoir un peu d'aide à cet effet. Au chasseur, il grogne un petit peu. C'est un terme qui lui plaît pas trop. Et tu sens que quand tu parles d'aide, du coup, il est réceptif à l'idée. C'est pas gagné, mais il y a quelque chose en lui qui, voilà, il y a une hostilité envers le concept de chasseur, prédateur pour lui, hein, qui lui plaît pas. Mm. Mais il y a jamais de chasseur par ici, enfin de prédateur par ici. Disons que... Oui, je peux utiliser ce terme-là. Disons que notre meute a attiré des personnes de la ville et ils sont déterminés à nous attraper et peut-être à nous tuer. Et s'ils vous tuent, après, ils vont venir sur le territoire. C'est l'idée. Il dit trop rien, et tu le vois qui se détourne, qui s'enfonce un peu dans les fourrés, qui a l'air de remonter la piste que toi tu suivais jusque-là. Par approximativement dans la direction où t'étais. Enfin, d'où tu venais plutôt. Ok. Eh ben tant mieux, ça n'aura pas été complètement vain. Qu'est-ce que tu lui as dit?
que des chasseurs arrivaient sur son territoire et qu'ils venaient pour nous tuer, et que s'ils nous tuaient, il aurait peut-être des problèmes lui aussi. Pas très très honnête. Ça a l'air d'avoir été efficace. Écoute. De toute façon, je doute fort du fait que cet ours réussisse à nous débarrasser d'eux, mais au moins il leur donnera suffisamment de retard et peut-être suffisamment de blessures pour que ça joue en notre faveur. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Soit tu fuis simplement, soit on organise une scène leur permettant de croire que tu n'es plus. Je te laisserai t'enfuir, je resterai sur place à les attendre et j'essaierai de leur expliquer que je t'ai réglé ton compte. Soit tu assumes jusqu'au bout, tu restes avec moi, et on voit avec eux s'ils sont plus raisonnables que les chasseurs qui se sont chargés de mon clan il y a 40 ans. En fait, il s'adosse à l'arbre auquel il était grimpé. Et il se laisse glisser, assis contre ce tronc d'arbre. Et tu le sens, enfin tu le vois même, perdu. Il te dit, c'est un plan, si on peut vraiment appeler ça un plan. Aller à Stockholm, trouver des gens pour m'aider, m'intégrer quelque part. Alors certainement pas aussi paisible que Niboda, mais loin de la fuite. Et là, C'est possible. Si j'arrive à les convaincre que tu es mort, il n'y a aucune raison qu'ils continuent de te chercher et tu pourras faire la même chose que ce que j'ai fait. Après, voilà, tu coupes complètement tout lien avec ta vie précédente. C'est pas toujours facile. c'est pas comme si j'étais vraiment le bienvenu, hein. Deux, trois têtes souriantes, mais ensemble. Oui, mais sache une chose, c'est que c'est dans l'intérêt de la Ligue de dissimuler la réalité de ce qui s'est passé. Donc si jamais tu arrives à les convaincre, je ne dis pas que c'est possible, hein. Pour moi, cette idée est absurde. Ce sont des humains assoiffés de sang et je ne suis pas sûr qu'ils aient la réflexion nécessaire. Mais s'ils l'ont et qu'on arrive à les convaincre que c'était un accident, que je veillerai à ce que ça ne se reproduise pas, ils trouveront un moyen de persuader les habitants de Niboda que tu n'étais pas responsable. Donc si tu souhaites retourner à Niboda, c'est cette option qu'il faut prendre. Si tu souhaites refaire ta vie ailleurs, je pense qu'il faut au moins qu'on leur fasse croire que tu es mort. Écoute, pas sûr que la fuite soit une option satisfaisante. Quand j'étais tout seul impliqué, à la limite, pourquoi pas. Là, si je fuis et que, comme tu dis, ils sont pas raisonnables, ils vont s'en prendre à toi aussi. C'est certain. Du coup, quoi, on les attend là? T'as repéré un coin pas loin où on pourrait se poser tranquillement le temps d'attendre qu'ils arrivent? Pas trop. Si tu m'as suivi, t'as vu la tête de mon dernier campement. Oui, en effet. Et puis bon, ils vont peut-être pas apprécier le cadeau que tu viens de leur faire. Ouais, mais euh, c'était pour gagner du temps.
Cela dit, l'avantage, c'est que après s'être confronté à un ours, ils auront peut-être moins l'esprit déraisonnable vis-à-vis de la violence. Ouais. Si l'équipe est assez réduite, ils sauront que si un ours les a mis en difficulté, deux loups-garous devraient représenter une menace plus que suffisante. Eh ben faisons ça alors. Advienne que pourra. Si jamais ça tourne. Désolé de t'avoir embarqué dans tout ça. Et il se relève. Regarde. On va à leur rencontre. Et sentant que quand même, depuis que je suis arrivé et que je lui ai expliqué pourquoi j'étais sur ses traces, il est quand même vachement emmerdé et il a l'air vachement repentant. J'ai envie de le soulager un petit peu de sa culpabilité. Et je lui pose une main sur l'épaule et je lui dis gamin, c'est quoi un des premiers trucs que je t'ai dit quand t'es arrivé à Niboda? Les loups se serrent les coudes, quoi qu'il arrive. Et je vais te donner un autre conseil avant qu'on retrouve ces gens. Ne leur montre pas ta peur. Ne leur montre pas ta douleur. Il a un petit sourire assez faible, mais il se sent un peu rassuré et tu vois la détermination naître dans son regard. Vous allez tous les deux prendre le chemin inverse de celui que vous avez suivi jusque-là, remonter sans vous presser plus que ça votre piste jusqu'à arriver au devant du groupe de chasseurs qui vous poursuit. Mais ça, on verra ça une autre fois en présence des trois intéressés. Et donc, pour ce soir, on va s'arrêter là. Je l'ai retrouvé! Oui, tu l'as retrouvé. Tu l'as même convaincu d'être raisonnable. Ouais. Après, voilà, c'est vrai que le fait d'arriver, de poser en daron et lui dire bon, gamin, t'as fait n'importe quoi. Ça aide. Maintenant, si t'es un homme, t'assumes. Sinon, dégage. Voilà, sachant que lui était déjà, comme il l'a expliqué et te le réexpliquera pendant votre trajet, en fait, il était déjà dans une démarche où la fuite était sa façon à lui d'assumer sa connerie, mais n'ayant pas toutes les informations, il savait pas à quel point c'était faux. Mais c'était de dire, ok, le village me considérera comme un salaud, comme un monstre et tout ça, mais je vais pas mourir pour une erreur. Par contre, je veux pas mettre en danger Vigo qui a été cool avec moi quand je suis venu. Et donc, je dirige la haine loin. Il se trouve que voilà, lui ne pouvait pas imaginer que la Ligue finirait par mettre le nez dans cette affaire. Évidemment. Non, mais il a un bon fond, le gamin, ça se sent. Ça reste quand même un bon gars. Hein. Puis il est pas complètement con. Mais là, c'est vrai que c'était malvenu comme choix vis-à-vis de la façon dont les choses se sont déroulées. Et heureusement que tu étais là pour le rappeler à l'ordre, finalement. J'espère, heureusement. On verra ça quand on va se retrouver avec les autres. Quoi. On verra ça dans une grosse semaine, du coup. Pas demain, le lundi d'après. Mais
Mais normalement, tu as au moins facilité la négociation, quoi. C'est... Oui, parce que de toute façon, ils pourront pas savoir que l'ours, c'est moi qui l'ai envoyé. Donc, Non. Sauf... Du moins, ils auront jamais de preuves. c'est ça. Ils peuvent avoir des suspicions, mais ils n'auront jamais de preuves définitives. Voilà. Nous, du coup, on arrive à la fin de notre petite session. On aura fait une session 1v1 tranquillou. Nous, on va conclure ici notre stream et la semaine. On se retrouve donc chez d'autres gens demain, puisque je me jette l'autre moitié de track à Niboda pour qu'on voit un peu comment ces chères têtes blondes vont s'y prendre pour rattraper le cher Vigo. Et puis nous, on vous dit à une prochaine. Ciao tout le monde. Salut.